Bonjour à tous, bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Maxime Dupuis. Je ne sais pas ce que vous faites ce week-end, mais moi je sais ce que va faire Martin, cloué sur son canapé, chips et noix de cajou sur le ventre, arrondi par des années passées à distance respectable des salles de sport. Téléphone en main, éructant pendant 48 heures à chaque notification. Il va attendre fébrilement 13 heures, parce que la Ligue 1, c'est 13 heures désormais le samedi. Le matin, il sera intenable. Une pensée d'ailleurs pour sa famille qui, tout au long du tour du marché du samedi matin, va le voir pensif, regard hagard, vitreux, parce qu'absorbé par le poids de l'histoire. Celui qui pèse sur ses épaules depuis 10 jours. Oui, samedi 13 heures, il y a Angers-Saint-Étienne. Fulgini, Nordin, Debuchy seront sur le terrain pour défendre son honneur depuis bien longtemps perdu. Demain, c'est la finale avant l'heure. À 2 journées de la fin de sa saison de Mon Petit Gazon, Martin est, une fois n'est pas coutume, en tête de sa ligue. Et votre serviteur, moi-même, je le suis à 2 petits points. Vous savez quoi, je me suis donné une mission, non pas de gagner le titre, mais faire en sorte qu'il ne le gagne pas. Parce que plus insupportable que Martin, il y a Martin qui gagne. Bref, la finale avant l'heure, c'est ce week-end. Et moi aussi, sur mon canapé, ventre bombé par l'effort culinaire, je ferai vraiment tout pour gâcher le sien. Martin, comment ça va? Écoute, ça va bien, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour moi et une bonne nouvelle pour toi. Debuchy est suspendu, Maxime. Fais gaffe parce qu'il est sur ton terrain pour l'instant. Ah ouais, je sais bien, mais il jouera pas. Il jouera pas ce week-end et c'est peut-être là que ça va basculer cette saison de MPG. Alors, sachez effectivement que tout se jouera ce week-end, mais sachez évidemment, mais vous vous en doutiez, que je suis leader pour le moment et donc que je n'ai pas grand-chose à craindre de Maxime Dupuis parce que vous le voyez. Ce qu'il nous dit là tous les vendredis, toutes ces bêtises, il les reproduit sur le terrain. Donc, très franchement, je suis assez serein. La blague, c'est qu'on doit être à combien 10 saisons à peu près de MPG, donc 2 par... 50, non, parce que ouais, ça existe depuis 1924, mon petit Martin, Gazon. en gros, il a gagné une fois. Toi aussi. Le reste du temps, il est toujours dernier. Non, c'est faux, c'est faux. Je suis toujours dans le top 4. Non, c'est faux, Maxime, c'est faux. Bon, en tout cas, le juge de paix, ce sera là. Donc, on a celui qui perd, il n'est pas bien. Celui qui perd lundi, il n'est pas bien. Alors, on ne sait pas qui perdra à Mon Petit Gazon ou qui gagnera. En revanche, on connaît, parce que c'est avant tout une émission sur le football, Maxime, le FC Stream Team, on connaît le programme de cette semaine et il y a du bon, il y a du très bon. On va commencer à parler de Keylor Navas avec Christophe Lolichon, vous savez, le responsable des gardiens du côté de Chelsea. On va essayer de décrypter avec lui la performance de Keylor Navas et se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, le gardien du PSG fait partie des tout meilleurs? Deuxième partie de cette émission, Maxime, on parlera encore Ligue des Champions. Ouais, on parlera aussi un petit peu du PSG. Haaland, Mbappé, c'est le refrain qu'on nous sert depuis maintenant 2-3 semaines. Et on va se poser la question suivante. Est-ce que c'est vraiment le duel du futur? Et est-ce qu'on ne va pas un peu vite en besogne avec ces deux-là? Ce sont sûrement, et même assurément, deux très très grands joueurs, de très bons joueurs en devenir. Mais est-ce qu'on ne va pas un peu vite avec eux? Et on terminera avec Cristiano Ronaldo, alors que la presse annonce un potentiel retour du côté du Real Madrid. En tout cas, des contacts sont noués entre Florentino Pérez et Cristiano Ronaldo. Voilà, qui veut de Cristiano Ronaldo? 36 ans, il est très cher, il lui reste un an à la Juve. Quel peut être le dernier défi de sa carrière pour essayer de gagner cette dernière Ligue des Champions avant de mettre les voiles du côté sans doute de l'Amérique? Maxime, il aimerait bien mettre les voiles du côté de l'Amérique, mais bon, pour l'instant, pas le droit. Allez, on va débuter cette émission avec notre premier sujet sur le héros parisien de la semaine. Et on accueille quelqu'un qu'on aime beaucoup recevoir ici, le responsable du département des gardiens de Chelsea, Christophe Lolichon. Merci une nouvelle fois de venir nous parler, parce qu'on sait que c'est toujours passionnant quand vous nous parlez des gardiens de but. J'ai une première question sur Keylor Navas, qui peut paraître simple, mais votre avis m'intéresse parce qu'on sait, vous n'avez pas forcément, vous avez un avis qui diffère généralement du sentiment général, donc moi ça m'intéresse toujours de prendre votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé en tant que spécialiste de la prestation de Keylor Navas face à Barcelone mercredi dernier en Ligue des Champions? Il a été décisif, évidemment, parce que quand il arrête notamment le penalty de Messi à un moment important du match, c'est ce qu'on appelle faire un arrêt décisif, parce que déjà Messi ne rate que très rarement un penalty. On sent que la pression glisse sur Navas, il est assez serein. Alors c'est vrai que Messi rate quelque peu quand même son penalty, mais il est là, Navas, il envoie le ballon sur la barre, qui revient après dans le jeu, mais il a fait l'essentiel. Donc ça veut dire qu'il était tout à fait en osmose avec l'intensité du match. Il n'était pas en surexcitation, il n'était pas en sous-excitation, il était prêt.
il était prêt à réagir comme il le fallait. Et il a profité quand même d'un penalty très moyen de Messi, mais il a fait un arrêt décisif. La prestation globale, on peut l'avoir de différentes façons. Tous les ballons touchés, alors il y en a qui sont très simples, et il y en a deux surtout qui sont compliqués. Donc ce fameux penalty, un arrêt en première mi-temps sur une des frappes nombreuses de Dembélé, et puis ce merveilleux réflexe qu'il effectue en deuxième mi-temps suite à un corner, d'une tête au premier poteau, et là il réagit à la Navas. C'est sa qualité, l'une de ses qualités premières, c'est la vitesse de réaction, la qualité de réflexe. Au-delà de ça, si on regarde Navas sur le plan jeu au pied, comme on dit nous dans notre jargon, c'est vrai que là, ça a quand même été un petit peu déficient, notamment en première mi-temps. Il a perdu beaucoup de ballons, soit sur des passes en retrait, même sur des 5,50 m. Il a été un peu en difficulté, ce qui a permis aussi à Barcelone de retrouver la possession de balle sur des dégagements qui auraient pu être vraisemblablement négociés différemment. Donc, il y a deux façons d'apprécier son match. C'est ce qu'il a fait en tant que gardien. Il l'a généralement bien fait, voire très bien fait sur les deux ou trois arrêts cités précédemment. Et puis, le gardien-joueur, ce que j'appelle le gardien-joueur, où là, il était un peu plus en difficulté. On a quand même l'impression que c'est l'homme qui manquait au Paris Saint-Germain. On a souvent reproché aux gardiens du PSG de ne pas être là au moment décisif quand il le fallait, alors que ce soit Sirigu, Trapp ou Alphonse Areola. Et depuis qu'il est arrivé dans la capitale, Navas, il ne se trouve jamais. Il est d'une régularité sans faille. L'an dernier, notamment lors du Final 8, on se souvient aussi de ce qu'il a pu faire. Et on se rend compte, c'est bête, hein, Christophe Lolichon, de le dire comme ça, mais on se rend compte que finalement, ça compte dans une équipe d'avoir un bon gardien et que ce n'est pas forcément que sur les attaquants qu'il faut investir. Et l'exemple Navas, de ce point de vue-là, il est intéressant et il est même exemplaire. Alors, quand le PSG a recruté Navas, c'était parce qu'en effet, ils avaient des doutes. À la fois, il avait des doutes sur Areola. D'ailleurs, il y a eu un croisement des gardiens. Hein. L'un est venu du Real pour aller à Paris et l'autre est parti de Paris pour arriver au Real. Seulement, Navas, depuis des années, est le premier gardien qui est déclaré officiellement numéro 1. Alors, il a déjà de l'expérience. Il a du talent, et en plus, il arrive en étant sûr d'être numéro 1. Et c'est ça qui change tout ? Ça compte énormément. Après, Navas, il a tellement d'expérience, puis Navas, c'est aussi une personnalité. Il est dans le respect des autres. De toute façon, je pense pas qu'il serait venu à Paris pour être un numéro 2 ou un challenger d'un autre gardien, déjà, parce que quand vous êtes au Real Madrid, que vous sortez de 3 victoires consécutives en Ligue des Champions, qu'est-ce que vous avez comme raison, si ce n'est qu'en effet... il y a un certain Thibaut Courtois qui arrive, qui peut vous mettre un peu en danger. Mais quand il arrive au PSG, lui, c'est pour jouer. Demandez à Trapp, demandez à Areola, demandez au gardien italien qui était là avant si par hasard, il n'aurait pas apprécié d'avoir officiellement le poste de numéro 1. C'est très important pour un gardien. Moi, je déteste vraiment les clubs qui alternent les gardiens. Un jour, c'est toi, un jour, c'est l'autre. Toi, tu as une compétition, toi, tu as l'autre. Alors, on peut décider, parce que le numéro 2 doit jouer, en effet, de lui octroyer une compétition. En général, on lui octroie la coupe de la Ligue, quand il y a une coupe de la Ligue, ou la coupe nationale. Mais là, Areola avait toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Trapp en avait souvent une. Donc, c'est très, très compliqué quand même. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le choix du PSG se trouve conforté par les performances de Navas, et c'est très bien. J'ai une question, moi je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur le jeu au pied de Navas. Et en fait, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous jugez la responsabilité d'un gardien dans sa relance, dans sa défaillance, et la responsabilité d'une équipe, des joueurs de champ. Parce qu'on voit aussi qu'il n'aide peut-être pas le PSG mercredi, mais le PSG ne s'aide pas beaucoup non plus dans le champ en jouant très très reculé. À quel moment justement un gardien peut influer là-dessus ? Alors là, vous avez raison, c'est que quand Navas recevait le ballon, il n'avait pas pléthore de solutions quand même. Donc c'est aussi pour ça qu'il a choisi souvent de dégager en une touche loin, parce que je pense qu'il avait plus l'occasion de voir le numéro sur le dos du maillot de ses partenaires que des partenaires qui lui demandaient la balle. Je pense qu'ils n'avaient pas très envie de recevoir le ballon à un moment, notamment en première mi-temps, où les Barcelonais étaient extrêmement présents dans la moitié parisienne. Donc dans ces cas-là, ce qui n'est déjà pas le fort de Navas, le jeu au pied, hein, c'est pas une lacune, mais c'est quelqu'un qui a souvent envie de relancer le ballon très loin et de faire respirer son équipe. Ce qui, en vérité, n'était pas un mauvais choix
contre Barcelone, parce que le Paris Saint-Germain était quelque peu asphyxié à un moment donné. D'accord ? Mais vraisemblablement que parfois, notamment sur des ballons en retrait, il aurait pu prendre un peu en prenant l'information très tôt, il aurait pu peut-être contrôler le ballon et viser un espace où il y avait des chances qu'il y ait soit un duel aérien, soit une possibilité pour son équipe de garder la possession du ballon. Chose qu'il n'a pas fait. Alors, c'est toujours facile de commenter quand on est sur une chaise, dans un canapé. Lui était dans le feu de l'action. Que la plupart de ses décisions étaient justes, mais après, c'est vrai qu'il a mis des ballons directement sur les centraux barcelonais, parfois en touche, etc. Alors, il ne faut jamais isoler le gardien comme étant le seul acteur de cette mauvaise relance. Parce que s'il avait eu des possibilités de relance courte, ou par exemple des joueurs qui seraient présentés face à lui en appui pour demander le ballon et enchaîner, peut-être l'aurait-il fait. Ce n'est pas sa caractéristique, mais peut-être l'aurait-il fait. Donc, vous avez tout à fait raison de combiner en effet une certaine forme d'absentéisme des Parisiens quand ils donnaient le ballon au gardien. Et puis c'est vrai qu'en jouant très bas, par contre, il mettait en valeur, quand le PSG joue très bas, il met en valeur les qualités de Navas, qui est plutôt un gardien de surface plutôt qu'un gardien qui va performer dans la gestion de la profondeur. D'accord ? Mais est-ce que le PSG, par rapport à la façon dont il s'est présenté en première mi-temps notamment, avait les moyens de faire autre chose face à une équipe barcelonaise qui a voulu créer encore une deuxième remontada, si je puis dire? C'est pas évident, d'accord ? Mais on a senti encore un problème quasi mental dans cette équipe du PSG, mais derrière, ils avaient un gardien, Navas, qui avait toute la sérénité nécessaire pour gérer ce type d'ambiance de match. Keylor Navas, c'est pas un gardien auquel on pense spontanément quand on pense les grands gardiens dans le monde. On pense spontanément à Neuer, à Oblak. En tout cas, les débats se placent beaucoup autour de ces joueurs-là. Est-ce que c'est injuste ? Parce que finalement, même quand le Real gagnait les Ligues des Champions, c'était grâce à Ronaldo. Là, et Zidane un petit peu aussi, effectivement, et quelques autres. Hein. Est-ce que là, avec le match qu'il a montré en Ligue des Champions mercredi, il nous montre une autre facette de lui, et que c'est peut-être finalement, les gars, ne m'oubliez pas, je fais peut-être partie du top 3, du top 5 aujourd'hui de la crème quoi. Ouais, mais vous voyez, on revient à un match, celui contre Barcelone. Alors, Navas, c'est un gardien qui est régulier. On ne peut pas lui enlever ça. À la fois dans la conquête des titres et dans ses performances, dans un certain style. Maintenant, en revenant au match contre Barcelone, très sincèrement, il arrête un penalty, ce qui est toujours un exploit pour un gardien. Il fait un arrêt réflexe gigantesque en deuxième mi-temps. Et il fait un arrêt un peu... Bon, s'il ne le fait pas à ce niveau-là, c'est grave. Il fait un arrêt sur une frappe de Dembélé où il fait ce qu'on appelle un effacement, c'est-à-dire qu'il retire très rapidement une jambe sur une frappe croisée de Dembélé. C'est un arrêt difficile, mais qui est normal pour un gardien de ce niveau. Donc, je pense Navas est sorti du lot face à une équipe, par rapport à une équipe du PSG qui était en dessous de tout en première mi-temps. Donc, c'est ce qui a permis aussi de mettre en exergue un petit peu sa performance. Mais sa performance, sincèrement, ne me semble pas exceptionnelle, parce que pour qu'une performance soit exceptionnelle, il faut bien sûr faire des arrêts, le gardien est là pour ça, mais il n'est pas là que pour ça. Il est là aussi pour gérer, comme je le dis souvent, la profondeur, les espaces, être très présent dans la surface de réparation. Mais tous ces critères-là, vous les mettez en valeur aussi par rapport à la performance de vos partenaires. D'accord ? Et il n'a pas changé la donne systématiquement par rapport à cette espèce d'absentisme du PSG en première mi-temps. Donc pour moi, sincèrement, ce n'est pas un match exceptionnel. C'est un très bon match où il a été décisif, notamment à 2 reprises très importantes par rapport au moment où se sont situées ces 2 phases de jeu. Maintenant, pour revenir à votre question, pourquoi on ne parle pas de Navas dans les 5 premiers mondiaux? Alors chacun va établir son choix, ses critères, son ordre, si tant est qu'il y ait un ordre. Je ne sais pas si aujourd'hui, on peut dire il y a un numéro 1 mondial, il y a un numéro 2. Je pense qu'il y a en effet un groupe de 3, 4 gardiens, 5 gardiens grand maximum qui se détachent de la moyenne par des qualités qui correspondent aussi au football d'aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a Navas dedans ? Alors forcément, ça va réagir vite, mais non. Personnellement, attention, hein, je veux être le plus objectif possible, hein, et comme je l'ai dit lors de notre discussion en amont, ce type semble un type extraordinaire.
et qui est performant non seulement sur le terrain, comme il a été là contre Barcelone, mais qui, dans le vestiaire, doit tenir une place absolument prépondérante dans l'équilibre collectif de ce groupe, qui ne doit pas toujours être facile à gérer. Donc Navas doit apporter beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité. Et c'est très important. Ce n'est pas des choses qui se voient lorsque vous regardez un match, mais c'est absolument primordial. Et je pense que d'ailleurs, dans les 4, 5, 6 gardiens qui se détachent au niveau mondial, ils doivent aussi apporter quelque chose à ce niveau-là. Bah, merci beaucoup en tout cas. On est très heureux à chaque fois d'avoir votre œil d'expert sur toutes les performances de tous ces gardiens, en particulier de Keylor Navas aujourd'hui. On vous souhaite bonne chance. On souhaite bonne chance à Edouard Mendy aussi, qui fait de belles choses avec les Blues et ça doit, j'imagine, vous remplir de joie. Oui, ça me fait très plaisir. Et en plus, lui aussi, c'est un type très bien. Merci beaucoup en tout cas Christophe Lorichon. Merci à vous. On se donne rendez-vous bientôt. Dès qu'il y aura un nouveau gardien qui fera une grosse prestation, on vous appellera. Merci beaucoup. Ça marche. Merci. Au revoir. Au revoir. Maxime, j'aimerais prolonger le débat avec toi parce que même si tu n'es pas responsable des gardiens à Chelsea, tu as quand même une grande expérience du haut de ton grand âge. Non, pour être plus sérieux, on a compris que Christophe Lorichon ne met pas Keylor Navas dans son top 5 mondial. Toi, tu le places où? C'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. On a un peu de mal à le placer parce qu'il n'a jamais vraiment été comme un Manuel Neuer ou même comme un Jan Oblak, l'élément déterminant de son équipe, en tout cas jusqu'ici, et notamment quand il gagnait des trophées avec le Real. Oui, après, c'est peut-être que jusqu'ici, il n'a pas été dans la meilleure équipe, entre guillemets, pour mettre en avant un gardien, tout simplement, et où peut-être que c'est aussi son caractère. Christophe Lorichon nous a parlé de l'homme, que c'était sûrement un type bien dans le vestiaire. Et en vrai, ça se sent, voilà. Donc, c'est aussi des gens qui n'ont pas toujours tendance à se mettre, au devant. Moi, ce que j'aime bien chez Navas, c'est un peu son évolution et sa carrière, tout simplement. Comme tout le monde, j'imagine que le premier souvenir marquant que j'ai de lui, c'est la Coupe du Monde 2014. Il faut rappeler qu'à l'époque, il est gardien de Levante. Il a été élu meilleur gardien du championnat cette saison-là. Et son mondial, évidemment, est remarquable. Souvenez-vous quand même que le Costa Rica termine premier du groupe avec l'Angleterre, l'Italie et l'Uruguay. Oui, imaginez quand même la performance. Mais moi, je me disais, alors pour être tout à fait franc, Maxime, je me disais, c'est un gardien de mondial, il a brillé sur un mois. On les connaît, ces joueurs-là. Enfin, tu vois, les joueurs qui explosent sur des Coupes du Monde, c'est rarement, après, ils ont du mal à... Alors lui, pour le coup, il a complètement explosé derrière. Mais c'est ça qui est formidable, parce qu'il y a les tirs au but contre la Grèce, il y a encore une session contre les Pays-Bas, ils se font éliminer en quart. Et comme tu dis, souvent, il n'y a pas pire moment pour acheter des joueurs qu'après une Coupe du Monde, parce que c'est des joueurs parfois qui brillent sur un mois. L'exemple que j'ai en tête qui m'est venu pour un gardien qui avait brillé, c'est Sergio Goycoechea, l'Argentin en 90. Il amène l'équipe nationale en finale, il fait un mondial complètement époustouflant. Puis derrière, il passe notamment par Brest et il n'y a pas grand-chose. Voilà. Mais ce qui est intéressant, je trouve qu'en plus, c'est que donc, il a suivi, il allait au Real. Il faut quand même penser qu'à un moment, le Real achète Thibaut Courtois et Zidane va continuer à lui faire confiance parce qu'il sait ce qu'il a. Et peut-être que Zidane, justement, il n'a pas le regard de Christophe Lorichon avec ce côté, le gardien grand, etc. Il voit que le gardien-là est en confiance, donc il continue à le faire jouer. Et il a eu raison, voilà. Et moi, ce que j'aime bien, justement, c'est qu'il n'est pas du tout dans l'archétype du gardien moderne. C'est pas un grand gardien, il fait 1m85, c'est juste un tout petit peu plus que Fabien Barthez, et il casse un peu les codes actuels. Et ce qui est bien, et ce que je suis d'accord complètement avec Christophe Lorichon, c'est que lui, il est arrivé au PSG finalement dans une position de confiance. Mais sa confiance, c'est peut-être pas le PSG qui lui a donné, c'est peut-être sa carrière qui lui a donné. Et peut-être que le PSG, finalement, avait besoin d'un gardien peut-être un peu plus âgé, plutôt que se dire on va mettre un gardien qui a 20 ans, 22 ans, 23 ans, trouver le futur grand gardien, et simplement de se dire autant avoir un gardien qui est établi et sur qui on a des gages. Et mercredi, on revient sur ce match-là. Moi, je pense que s'il n'arrête pas le penalty, il y a deux. Derrière, c'est la marée. Je pense que je donne pas très cher du PSG en seconde période. Ah, mais c'est lui qui sauve le Paris Saint-Germain, c'est clair. Le jour où il arrive, même à Paris, il est arrivé sur la pointe des pieds, puisque c'est le jour où Icardi arrive. Ils arrivent tous les deux le 30 août, je crois. Et donc, on n'en parle jamais de Navas. On n'en parle jamais. Il y en a beaucoup qui disent... Et moi, j'étais plutôt... Enfin, voilà, je me disais, se séparer d'Areola, c'est quand même un peu dommage du côté du Paris Saint-Germain, parce qu'il y a quelque chose à construire avec lui. Aller chercher un gardien qui est déjà avancé en âge, je m'étais gouré, mais comme d'autres. J'ai pas du tout de mal à le reconnaître. Comme souvent. Comme souvent, évidemment. Ceux qui suivent cette émission s'en rendent compte toutes les semaines. Moi, ce qui me marque avec ce gardien-là, mais ça, c'est sans doute l'apanage des très, très grands, c'est qu'il ne se trouve jamais. Il ne se trouve jamais. Et Christophe Lorichon nous en a parlé souvent, c'est cette propension à
être décisif. Alors, c'était pas vrai contre le FC Barcelone, parce que pour le coup, il a multiplié les parades. Mais en Ligue 1, c'est souvent qu'il gagne le duel qui fait basculer le match. Et que ce soit face à des grandes ou des équipes moyennes, ou des fois le Paris. Parce que depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, et notamment cette saison, Paris est un peu moins souverain parfois les week-ends sur des terrains où il devrait complètement dominer son sujet. Mais il y a Navas qui le maintient dans le match et Navas qui lui sauve la mise. Et c'est cette régularité, pas qu'en Ligue des Champions, mais week-end après week-end, moi, que je trouve particulièrement remarquable. Est-ce qu'aujourd'hui, on le met dans le top du top? Et Christophe Lolichon, là encore, avait raison. Il y a très peu, aujourd'hui, des référents. On n'est pas dans une immense période de gardien de but, en tout cas, en termes de régularité de référence. C'était un peu moins le cas il y a 2-3 ans, mais là, il y en a quelques-uns qui ont un tout petit peu disparu. Pour moi, il est encore derrière Neuer et Oblak qui restent les tauliers du poste et qui restent absolument intouchables. Mais moi, je le mets dans un deuxième groupe, pas très loin de ce podium-là. Ouais, moi je le mets largement dans le top 5. Hein, il y a aussi Ter Stegen, alors évidemment, c'est compliqué avec le Barça. Peut-être, là, actuellement, tu vois, typiquement, Ter Stegen, il est dans une période un peu moins bonne. Oui, mais ça revient un peu à ce que je disais à Christophe Lolichon tout à l'heure, c'est combien un gardien aussi est dépendant de ses coéquipiers. C'est sûr que, comme il dit, il a raison, il l'aide à briller puisqu'ils sont sur leur but et que la marée revient tout le temps. Mais il ne l'aide pas d'un autre côté quand il faut relancer. Voilà. Et je pense que Ter Stegen n'est pas trop aidé. Après, moi, si je devais... Est-ce que c'est le meilleur gardien du monde aujourd'hui? Non, le meilleur gardien du monde, ça reste Manuel Neuer. Bien sûr, ça on est très d'accord. Ouais. Parce que, voilà, c'est la culture de l'instant de penser ça. Oublions pas ce qu'a fait Manuel Neuer, notamment en finale contre le Paris Saint-Germain. Et surtout, moi, ce que j'aime bien avec Neuer, c'est qu'il est revenu au top, même s'il y a eu un trou. Et souvenez-vous, on parlait du jeu au pied. À un moment, on ne voyait plus que ça chez Manuel Neuer. C'est-à-dire qu'après le match contre l'Algérie en Coupe du Monde 2014, avec son match où il passait sa vie en dehors de la surface, et puis après avec le Bayern, tous les week-ends, il passait quasiment le plus clair de son temps. Et je crois que Neuer contre l'Algérie en 2014 jouait plus haut que Giroud avec les Bleus contre la Belgique en 2018. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est fou. Et là, on a oublié ça parce que ça faisait partie du folklore. Et on s'est rappelé combien Neuer était un énorme gardien par ses arrêts. Donc je pense que c'est, pour moi, alors je n'ai pas le regard de Christophe Lolichon évidemment là-dessus, mais pour moi, un gardien, c'est d'abord sur sa ligne. Je lui demande d'avant tout d'arrêter des ballons. Et ce qui est marrant, c'est toujours une question que d'ailleurs j'aurais pu lui poser, que je n'ai pas pensé. Le jeu s'est beaucoup horizontalisé et c'est marrant qu'aujourd'hui, on ait besoin de se dire qu'il faut chercher des gardiens toujours plus grand. Alors, il y a toujours un impact, évidemment, dans le jeu aérien, mais le jeu aérien, je n'ai pas les stats, mais il n'a jamais été aussi peu remarqué qu'aujourd'hui. On n'est plus dans les années 80, on n'est plus dans les années 90. Donc, ça m'étonne toujours. Mais je pense qu'encore une fois, ce qui est important pour le PSG, et on l'a vu depuis une décennie, c'est d'avoir un gardien, tout simplement, qui est en confiance. Ça fait toute la différence. Bon, on va terminer là-dessus. Maxime, merci. On a parlé de Navas, on va aller de l'autre côté du terrain, parler de Kylian Mbappé, parler d'Erling Haaland et parler de cette nouvelle vague. Est-ce qu'elle emporte déjà tout sur son passage? C'est la question qu'on va se poser avec Maxime. On en a encore beaucoup parlé cette semaine, évidemment, le duel à distance, vraiment à très distance, Haaland-Mbappé. Ça a commencé ce week-end avec un Bayern-Dortmund, avec un doublé de Haaland et Mbappé qui a répondu un peu le soir face à Brest. Il y a évidemment encore eu un milieu de semaine de Ligue des Champions avec le Barça éliminé par le PSG de Mbappé et Haaland qui a encore fait des merveilles avec le Dortmund face à Séville. Et évidemment, on nous resserre, alors je vais déjà donner mon avis tout de suite, qui n'est pas toujours bienvenu, mais on nous resserre tout de suite une sauce de duel du futur, duel des 10 ans, de prise de pouvoir des deux, après des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Je vais te laisser la parole quand même d'abord pour démarrer, Martin, parce que je vais peut-être être le pisse-froid dans l'histoire, donc autant y aller sur une note positive au début, et puis après je dirai ce que je pense de ce duel déjà très, très, très marketé. Alors, c'est pas que du marketing, Maxime, et c'est loin d'être que du marketing, parce que si on regarde objectivement les faits sur le plateau européen aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une vieille garde qui est en train de se rapprocher de la fin, qui est tout proche même de la fin pour certains. Je pense aux deux exceptionnels Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui ont polarisé toute notre attention depuis, on va dire, 15 ans. Et c'est une certitude que les deux vieillissent, bientôt 34 pour Messi, 36 pour Ronaldo, mais aussi, et je rajouterais dans cette caste-là, des joueurs, des lieutenants qui ont été parfois plus que des lieutenants. Je pense à Luis Suarez, qui est peut-être le meilleur attaquant de ces 10 dernières années, qui lui a 33, me semble-t-il, 34 ans, et Robert Lewandowski, qui a 32 ans. Et ce qui caractérise ces quatre-là, et c'est là où je veux en venir, c'est la régularité au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'on peut parler de grands joueurs sur 6 mois, sur 1 an. Quand on parle de régularité, moi je pense automatiquement à ces quatre-là, et je rajouterais même
Un Agüero, même s'il a un palmarès peut-être un peu moins clinquant que les autres, et je pense notamment à la Ligue des Champions, on peut rajouter Agüero qui, lui, a toujours été là en Première Ligue. On a cette génération-là qui va décliner avant de disparaître, et ça sera très rapide. Donc on cherche des successeurs, et je trouve ça presque normal de chercher des successeurs à ces trentenaires-là. Parce que derrière, pour moi, il y a un gouffre. Ça aurait dû être Neymar, 29 ans, Neymar, mais pour l'instant, il n'est pas là. De Bruyne, Hazard sont des joueurs, surtout Hazard, qui est un joueur par à coup, qui lui aussi avait le talent, mais il a 30 ans aujourd'hui, Hazard, mais qui avait lui aussi le talent pour endosser ce costume. Et donc, il y a un petit désert parmi cette génération-là, et c'est assez logiquement, finalement, qu'on déplace le curseur et qu'on va jusqu'à Hollande et Mbappé. Hollande et Mbappé, pourquoi? Parce que quand on parle de régularité, et moi c'est ça qui me marque, non, ce qui me choque avec ces deux hommes-là, c'est que là, on atteint des standards que seuls, justement, Lewandowski, Messi, Ronaldo peuvent atteindre aujourd'hui, sur la régularité. Mbappé, ça fait moins débat que Hollande. Il semble clair depuis plusieurs mois, plusieurs années, que ce sera le futur très très grand. Et il l'a prouvé cette saison parce qu'il a traversé la période la plus compliquée de sa carrière. Et comment il y a répondu? Déjà en étant meilleur buteur de son championnat. Bon, il traverse la pire période de sa carrière. Il est meilleur buteur de son championnat, ok. Et en signant la meilleure prestation de club de sa carrière. Donc c'était le triplé à Barcelone. Donc Mbappé, on n'a pas trop de doutes. On peut avoir un peu plus de doutes sur Hollande. Moi, j'ai toujours eu des doutes sur Hollande. J'ai toujours vu ça d'un œil circonspect. Je me suis dit, bon, ok, le mec, ça démarre très très bien. Il démarre sa carrière en Ligue des Champions par un triplé face à Genk. Enfin bon, il joue à Salzbourg et c'est Genk. Après, il marque face à Liverpool. Puis il finit sa première phase de poule en ayant marqué plus de buts que joué de match. Bon, tu te dis, ok, mais bon, 8e de finale face à Paris, il met un doublé. Tu te dis, c'est sa première saison, il joue le feu, il est chaud patate. Depuis qu'il a signé à Salzbourg, il a marqué plus de buts qu'il n'a joué de match, Hollande. Ça ne peut plus être un hasard. Moi, j'ai fini par me faire une raison sur Hollande. Et je me dis que c'est pas qu'un concept marketing, ces deux-là, que ça ressemble quand même à deux mecs qui s'inscrivent dans des pas de géants. Je ne sais pas si ça sera Messi et Ronaldo. Ce sera peut-être que du Robert Lewandowski ou que du Agüero, mais ça sera déjà du Lewandowski et du Agüero. Et cette régularité-là, à cet âge-là, déjà, c'est du jamais vu. Et pour moi, ça mérite tout le foin qu'on fait aujourd'hui sur eux. Alors moi, je ne remettrai pas en cause le talent des deux joueurs. Je ne dis pas que les deux joueurs sont marketés. Tu as parlé de marketing au début de ton argumentation. Oui, mais c'est le duel qu'on est en train de monter en sauce, alors que pour moi, pour l'instant, alors ok, il y a eu la phrase d'Haaland qui dit que Mbappé l'avait motivé après son triplé, mais je trouve qu'on est encore loin de ça. Tout simplement, je trouve, mais c'est presque autant les défauts du journalisme et du marketing que je vais mettre en exergue que du football. Parce que c'est un petit examen de conscience, donc si je comprends bien. Oui, bien. mais je l'assume complètement. Tout ce que tu as dit sur Haaland et Mbappé est vrai et je ne dirais absolument pas le contraire pour avoir dit à peu près la même chose il y a 2-3 semaines quand on a parlé des deux joueurs. Et Neymar, justement, c'est un bon exemple qui dit de comment l'avenir est assez imprévisible. 2015, 3e du Ballon d'Or. Moi, je me souviens être à la cérémonie et d'avoir fait le papier qui raconte que ce type-là va être la suite et qui va tout écraser. Il avait alors 22-23 ans, c'est ça à peu près. Ouais. Résultat, il n'a pas écrasé grand-chose. C'est éminemment un grand joueur. Il est souvent blessé et aujourd'hui, on ne met même plus. Vous vous rendez compte comme il est entre guillemets, je mets entre guillemets oublié aujourd'hui, c'est qu'on parle de Mbappé, Haaland, on ne parle plus de Neymar. Parce que c'est une question de génération aussi, Maxime. C'est une génération, je suis d'accord, mais je pense qu'on va quand même un peu vite en besogne parce que déjà, il y a quelque chose, on ne se rend pas compte aussi pour Messi et Ronaldo combien les étoiles se sont alignées, tout simplement. C'est qu'on a deux immenses joueurs qui se sont retrouvés ensemble dans le même championnat et qui a créé quelque chose qui n'est pour moi pas factice. Alors évidemment, il y a eu du marketing qui a encouragé tout ça, mais Messi, Ronaldo, ça n'a pas commencé par du marketing, ça a commencé par du sport. Je vais vous donner un exemple. La finale de 2009 de Ligue des Champions, c'est Ronaldo versus Messi, c'est Manchester versus Barcelone, le premier contre le deuxième du Ballon d'Or, le Ballon d'Or 2008 contre celui qui va le gagner en 2009. On n'en a pas fait tout un foin, et pourtant les deux étaient déjà en finale de Ligue des Champions. Donc ça disait quand même quelque chose de leur niveau. Là, on fait tout un foin sur des 8e de finale de Ligue des Champions. Pas que, Maxime, c'est aussi parce qu'ils battent des records de précocité, ces gamins-là. Oui, alors, il y a aussi ce côté-là. Et ils font des choses que Messi et Ronaldo, au même âge, ne faisaient pas. Donc on est aussi dans une autre période où on lance sans doute les jeunes de plus en plus vite, on a de plus en plus confiance en eux.
Mais malgré tout, ça dit quelque chose. On n'est pas que dans un truc marketing. Où ils battent des records, ces gamins-là. Il y en a un qui est champion du monde aussi, quand même. Ouais, et puis Ronaldo, il n'a pas mis un but avant 21 ans en Ligue des Champions. Ça dit quoi ? Ça dit rien. Je peux te donner des exemples. Et surtout, c'est lié aux époques. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, ils battent des records de précocité. Platini, son premier match de Ligue des Champions, enfin de Coupe d'Europe des clubs champions, il joue à 27 ans. Voilà. Donc évidemment, il ne peut pas rentrer là-dedans. Peut-être que Platini, avec une compétition pareille, il est à 25 buts au bout de 12 matchs aussi. Enfin, j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est difficile à comparer, c'est ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, mais encore une fois, c'est un examen de conscience, comme tu l'as dit, c'est qu'on est en train d'en faire... On veut absolument reproduire Messi, Ronaldo. On veut reproduire quelque chose d'unique, finalement. Parce que des duels à distance, il y en a toujours eu, mais là, on est rentré dans une décennie, la précédente, où vraiment l'individu prenait le pas et où on avait ce duel qui était... Enfin, c'est incroyable, je veux dire, c'est les 2 meilleurs joueurs du monde qui jouent dans les 2 plus grands clubs espagnols, voire même les 2 meilleurs clubs du monde, et qui sont face à face, et ça crée un duel. Donc pour moi, déjà, je dirais, il y a 3 points pour moi évidents pour que ça aille, pour qu'on puisse parler de duel Mbappé-Haaland. Un, que ça aille plus haut déjà, parce que pour l'instant, des huitièmes de finale, ça ne suffit pas, même si évidemment Mbappé est champion du monde, Mbappé a finale de Ligue des Champions, je parle pour qu'il y ait un duel, c'est-à-dire entre eux deux, qui ait des affrontements beaucoup plus hauts. Un autre truc, ce sera qu'ils se retrouvent dans le même championnat. Je viens de le dire pour Messi Ronaldo. On ne créera pas un duel avec des types qui ne se rencontrent jamais, sinon à distance, parce que vous comparez quoi ? Samedi dernier, l'un qui met 2 buts contre le Bayern, l'autre qui met 2 buts contre Brest. Ça veut dire qu'on se fixe seulement le constat des stats. Pour moi, ce n'est pas suffisant, donc il y aura besoin de ça. Et puis, il y a autre chose, tout simplement, parce qu'on a toujours un regard qui s'arrête à ce qu'on a devant nous. Il faudrait qu'il n'y ait pas un mutant qui vienne tout casser. Parce que si on a eu Mbappé, si on a eu Haaland dans 3-4 ans, on n'est pas à l'abri d'avoir un autre mutant qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui fera tout. Donc voilà, je pense encore une fois que l'avenir appartient à ces deux-là. Je trouve que là, il y a un raccourci marketing qui est, à mes yeux, fatigant parce qu'on veut absolument... En fait, on est en train de perdre Messi, Ronaldo. On se voit que c'est la fin, donc il faut les remplacer. Le problème, c'est qu'on ne remplace pas et c'est imprévisible. Et je le répète, finale de Ligue des Champions 2009, c'était un duel de grands joueurs, on va dire, mais on n'en était pas à raconter ça. Donc il en faut un peu plus. Moi, c'est plus ça, encore une fois. C'est pas sur les qualités footballistiques des deux, qui sont évidemment hors du commun, entre Mbappé, qui est un Ronaldo à la sauce 2.0, et le cyborg Haaland, qui fait des trucs complètement dingues pour un joueur de cette taille. Moi, je suis émerveillé. Voilà. Ce qui m'agace, c'est cette montée en épingle parce que c'est aussi ma conviction du football qui est autre chose que 2 individus face à face, mais 2 équipes. Voilà. Oui, mais ça, on est bien d'accord, Maxime. Mais encore une fois, moi, je voudrais insister sur pourquoi on les met là. C'est parce que tous les week-ends, enfin, pas tous les milieux de semaine, mais en tout cas, toutes les semaines, ça marque. Toutes les semaines, ils sont là. À cet âge-là, avec cette régularité-là, il y en a pas beaucoup, il n'y en a pas du tout. Si on prend tous les autres, Rashford, on en parle 4 mois, après on l'oublie 2 mois. Non mais on peut tous... J'aime beaucoup Rashford, c'est un super joueur, je pense qu'il n'est pas de cette caste-là. Voilà. Ansu Fati, le pauvre, il s'est blessé. Phil Foden, oui, c'est très bien, week-end. Enfin, on n'en a jamais parlé dans ces termes-là. Voilà, on peut tous les prendre, tous les jeunes. Joao Félix, on en a beaucoup parlé à l'automne, on n'en parle plus du tout. Et l'année dernière aussi, ça a été un peu compliqué. Moi, ce qui me fascine avec ces 2 hommes-là, c'est qu'ils s'inscrivent dans les pas, mais pas encore de Ronaldo ou de Messi, c'est pas ça, mais même d'un Lewandowski ou de joueurs comme ça, dont on sait qu'on a une base qui est monumentale, qui est absolument monumentale. Et c'est cet aspect-là qui est unique pour des joueurs de cette génération-là. Et encore une fois, je me répète, mais quand tu prends dans la génération d'au-dessus, j'en vois pas beaucoup. C'est qui sont les meilleurs? Neymar, qui est souvent blessé, tu le disais, De Bruyne, Hazard, Griezmann, qui connaît aussi des périodes de vide. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on n'a pas cette certitude-là parmi ceux d'au-dessus, les plus grands. Après, je trouve qu'il est sûrement moins bankable. Il joue aussi dans une équipe qui met pas l'individu au centre du projet. Mais bon, Robert Lewandowski... mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, Lewandowski, c'est la génération Messi-Ronaldo plutôt. Oui, mais si on parle d'un duel entre... Là, on est quasiment en train de monter en épingle un duel entre... limite, on a écouté que c'est les 2 meilleurs joueurs du monde. Allez, tu montes pas de duel entre le 8e et le 9e meilleur joueur du monde. Non, mais tu montes un duel entre les deux nouveaux, quoi, les deux nouvelles sensations. Voilà. Mais ce sera sûrement ça, et j'aurai sûrement l'air malin dans 6 ans quand les deux auront mis 600 buts chacun, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que si on se base que sur les chiffres, à dire « Ah là là, ils battent les records, 14 matchs, 20 buts, etc. »
ça veut dire qu'il termine à 25 ballons d'or aussi, parce que Ronaldo et Messi n'en étaient pas là à cette époque-là. Voilà. Encore une fois, c'est tout sauf linéaire, et je trouve que, encore une fois, c'est vraiment mon sentiment. Il ne faudrait pas qu'on monte ça trop en épingle et qu'on finisse par être écœuré. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, c'est comme l'histoire de la table, quand Griezmann dit Mbappé sera à la table de Ronaldo et Messi un jour. Il y a de fortes chances. Mais laissons-lui le temps, et ça viendra tout simplement. Et justement, c'est les accomplissements qui feront qu'on dira, ah ouais, là, il a mérité sa place sans que les médias n'en fassent des caisses avant. Mais encore une fois, je pense que là, on est d'accord, et je suis d'accord avec toi, c'est que c'est évidemment les deux les mieux placés pour devenir ces joueurs-là, tout simplement. Mais donc on est d'accord, Maxime. Mais donc on est d'accord. On est d'accord, mais on reviendra dans 2 ans quand il y aura un énorme mutant qu'on ne connaît pas, qui vient d'arriver, et on dira, ah ouais, mais là, lui, il est en train de tout casser. Personne n'a jamais fait ça. Voilà. C'est possible, c'est possible. Et ben on va terminer cette émission avec un mutant. Lui, on sait que c'était un mutant. Hein. Cristiano Ronaldo, il l'est toujours, hein, un mutant. On avait envie de terminer cette émission avec Cristiano Ronaldo parce qu'il y a des rumeurs qui viennent de assez Marca, me semble-t-il, qui annoncent des prises de contact entre Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, et le Real Madrid. Un retour de Ronaldo au Real Madrid, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Mais qui veut aujourd'hui de Ronaldo? Il coûte cher, il a 36 ans. Maxime, j'aimerais ton sentiment là-dessus. Déjà, un retour de Ronaldo au Real, est-ce que ce serait une bonne idée? La bonne idée, ça aurait été de jamais quitter le Real, je pense, de toute manière. Ah, mais là, on est d'accord. C'était facile de dire ça maintenant, vous avez raison. Oui, c'est sûr que j'ai 3 ans de retard sur cette information. Mais le choix est arrivé. Avec Martin, on était, je crois, à Saint-Pétersbourg pour une demi-finale de Coupe du Monde et on ne pouvait pas en parler. Ouais, on était occupé par autre chose, donc on ne pouvait pas à ce moment-là. Et c'est vrai que 3 ans après, oui, ça a fonctionné en championnat. La Juve n'est pas armée pour gagner la Ligue des Champions. Et finalement, tant qu'à faire, valait peut-être mieux connaître des échecs, entre guillemets, avec le Real, parce que ce serait resté le Real de Ronaldo. Et puis, c'est une histoire de fusion entre les deux. Aujourd'hui, je pense que... Alors, je ne suis pas toujours pour les retours parce qu'il y a toujours un petit côté déceptif, parce qu'on vit toujours sur le souvenir de la première fois qui s'était très bien passé, et il a 3 ans de plus, et ça se passerait peut-être un peu moins bien, peut-être pas en championnat, mais en Ligue des Champions. Mais cela dit, je me demande si ce ne serait pas la meilleure solution pour lui aujourd'hui de retourner dans son cocon et peut-être de finir sa carrière européenne, j'y viens, là-bas, parce qu'il reste 1 an de contrat à la Juve, ça ne marche pas bien. Soit il est orgueilleux, il reste à la Juve s'accroche à lui, il réussit lors de la dernière année et c'est fantastique. Soit il se dit que finalement, ça va peut-être mieux de finir au Real Madrid. Voilà. J'ai du mal, je sais pas, j'aimerais bien être une petite souris, savoir ce qu'il a dans la tête, parce que c'est sûr que l'attrait du Real Madrid, ça représente quelque chose. Et quand on voit l'équipe du Real Madrid, on se dit qu'il ne serait pas de trop. Ah non, il ne serait pas de trop, mais le problème, c'est qu'on est sur un Real qui est déjà sur un autre projet, qui est déjà dans une transition depuis une certaine année. On est dans un Real de l'entre-deux. Pour moi, il faudra un grand coup de balai du côté du Real Madrid et lancer un nouveau projet autour de qui vous savez, de Kylian Mbappé si c'est possible. Et je pense que si tu as le choix entre les deux, il ne faut pas trop se poser de questions. Je pense que si Ronaldo vient au Real Madrid cet été, c'est parce qu'ils n'auront pas réussi à avoir Kylian Mbappé. Mais là, ça nous propulserait quelques années en arrière et je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il faut au Real aujourd'hui, qui déjà a du mal à faire grandir ses jeunes. Je pense à Rodrigo, je pense à Vinicius, des jeunes qui étaient là pour prendre la succession de Ronaldo. Donc ça serait, un retour de Ronaldo, ça serait solder l'échec total de cette politique-là. Et donc se dire, on a ces jeunes-là qu'on a payé des millions et des millions, des fortunes exorbitantes. Donc ça, c'est terminé. Et on se fait une petite solution à court terme sur Ronaldo sur 1 ou 2 ans pour essayer de retrouver notre lustre d'antan. Moi, je ne suis pas sûr que c'est ce qui fasse faire. Voilà, tu parles de Ronaldo et Mbappé. Moi, j'aimerais bien les voir ensemble. Ah, ce serait chouette. Au Real, t'imagines que le vieux, entre guillemets, se mette au service, alors je ne sais pas s'il a ça dans l'esprit, dans l'ADN, de Ronaldo, de Mbappé. Imaginez la passation de pouvoir, ce serait chouette. Et surtout... Mais imaginez les 2 salaires, par contre, c'est compliqué. Les salaires, mais Ronaldo, il coûte combien? 30 millions à l'achat là? Oui, mais les salaires... alors, Mbappé ne coûte pas 30 millions et les 2 salaires, c'est absolument impossible. Et Ronaldo, il revient pour le plaisir, il met une petite pièce. Moi, je pense vraiment que la meilleure option aujourd'hui pour Cristiano Ronaldo, il est encore hyper compétitif. Il fait encore aujourd'hui partie des 5 meilleurs joueurs du monde. Enfin, c'est une certitude. Oui. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait un club dans lequel il puisse être un boulet. Je ne pense pas qu'il y ait un club aujourd'hui qui puisse se dire qu'il serait moins bon avec Cristiano Ronaldo. Je pense que ça n'existe pas. Mais, entre ça, une fois qu'on a dit ça, derrière, il faut se projeter, il faut
libérer des fonds. Et je pense que la crise économique est la pire ennemie de Ronaldo dans cette histoire-là. Je pense que si on était sur une économie d'il y a 2-3 ans, peut-être qu'il trouverait des points de chute. Aujourd'hui, les points de chute qui s'offrent à lui, ça peut être Manchester United. Ce n'est pas forcément des clubs qui lui offriront une Ligue des Champions. Donc ça ne sert à rien. Il n'y a qu'un club qui est capable de lui offrir une compétitivité plus haute que celle de la Juventus Turin, si on accepte le Real Madrid, parce que moi, j'y crois pas trop. Non, c'est le Paris Saint-Germain. C'est le Paris Saint-Germain. Mais il faudrait qu'Mbappé s'en aille et que Messi ne vienne pas. Donc ça fait beaucoup de si. C'est pour ça que je pense que moi, la meilleure option aujourd'hui pour Ronaldo, c'est quand même de rester à la Juventus et d'essayer de finir cette histoire-là. Il lui reste un an de contrat. Pourquoi pas, avec Pirlo sur une deuxième année, avec un nouveau mercato, etc. Oui, la Juve a des problèmes d'argent, mais je ne suis pas sûr que Ronaldo trouve mieux ailleurs. Oui, voilà. Mais justement, tu as raison sur la crise économique, mais ça peut être aussi un allié de circonstance, parce que si la Juve veut faire un peu d'argent, c'est maintenant. Oui, mais tu as toujours un salaire à payer. C'est ça le vrai problème de Ronaldo, je parle pour la Juve. Salaire. Je parle pour la Juve, c'est de leur vendre, c'est du côté de la Juve. Ouais. Et alors, petite question, si je te dis aujourd'hui, où tu imagines Ronaldo l'été prochain, tu le vois où, toi? Moi, je le vois à la Juve. Je ne vois pas aujourd'hui de club qui soit... Ou alors au Paris Saint-Germain, encore une fois, si Messi ne vient pas et si Mbappé s'en va, voilà, s'il y a une opportunité au Paris Saint-Germain. Mais sinon, quels sont les clubs qui sont susceptibles de le séduire? Manchester City aurait les fonds, mais ça Guardiola n'en voudrait pas. Manchester United pourrait le séduire, mais je pense qu'il y a un déficit de compétitivité pour le coup. Partir de la Juve pour aller à Manchester United, je ne suis pas sûr que tu fasses un bon spectaculaire. Et puis ça te dirait peut-être quelque chose de sa fin de carrière finalement, parce que s'il allait aujourd'hui à Manchester United, il y aurait peut-être le côté de dire c'est un peu un tour d'honneur là, typiquement. Alors évidemment, un tour d'honneur avec Ronaldo, c'est un tour d'honneur qui se fait au sprint, parce qu'il n'irait pas pour enfiler les perles, mais n'empêche qu'il y aurait cette idée-là, je suis d'accord avec toi pour Manchester. Après, pour ce qui est du Paris Saint-Germain, il a 36 ans quand même. Voilà. Alors évidemment, si c'est en plus, pourquoi pas, mais si c'est à la place, j'ai des gros doutes. C'est ça. Parce que on a suffisamment raillé le PSG pour dire qu'il faisait les choses pour des raisons marketing. Alors évidemment, Ronaldo, c'est plus que ça. Et je ne suis pas sûr que ce serait une bonne idée. Enfin, si vous remplacez demain Mbappé par Ronaldo, j'ai de gros doutes. Voilà. Et puis après, il y a les pistes, les autres pistes. J'ai parlé tout à l'heure très vite de Miami. Je pense que Miami, à terme, c'est une piste évidente, mais évidemment, ça dira autre chose de sa carrière. Et moi, pour répondre à ma propre question, je pense que ce ne serait pas aberrant de l'imaginer au Real Madrid l'été prochain, tout simplement, parce que je pense qu'il peut y avoir quelque chose, une espèce d'envie, mais encore une fois, il faut savoir ce dont Ronaldo a envie. Est-ce qu'il a envie vraiment de finir avec la Juve et de se dire allez, on tente une dernière saison, de s'entêter, sachant qu'à cet âge-là, les saisons, même si on a l'impression qu'il ne vieillit pas, il vieillit, les saisons sans compter, ou se dire on va retourner prendre du plaisir au Real. Donc ça, c'est la seule incertitude. Et je pense qu'en tout cas, il restera dans un championnat majeur et dans une équipe majeure jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar. Et puis après, Coupe du Monde au Qatar, il aura quel âge? C'est dans un an. Donc il aura 37, 38 ans. Après, il sera peut-être temps de voir autre chose, mais cet été sera important. Hein. Vous l'aurez compris, hein. Ronaldo, Messi, Mbappé. Pas de Neymar, a priori, cet été sur le marché des transferts, mais on aura quand même un sacré mercato. Merci Maxime. Merci Martin. Merci Adrien. Derrière la caméra. Dis-le hein, si on... derrière la caméra. Mais dis-le hein, si on t'ennuie, Adrien. Ouais, tu surveilles. Merci à Quentin aussi au visuel. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. En attendant, restez évidemment sur Eurosport. Il y a plein de choses, notamment Paris-Nice ce week-end. Ouais. Tirreno Adriatico, tout ce que vous avez l'habitude. Les sports blancs qui continuent, évidemment. Martin, je te souhaite pas bonne chance. Maxime, tu sais comment ça va se terminer cette histoire hein? Faudrait qu'on fasse un gage pour la semaine prochaine. Une petite claque sur les fesses, comme d'habitude, à MPG. La dernière fois qu'on s'est joué, je crois que j'ai gagné 5-0, me semble-t-il. Hein. C'était ça. Non, mais c'était ça. Voilà. Pas bon. Non, mais après, encore une fois, on peut regarder les classements. Je pense je suis premier. Au classement, je suis premier, je t'ai battu 5-0. Sur 10 saisons, je termine 9 mois devant Martin. Et si, c'est la vérité, je change jamais du... Parce que, je vais vous expliquer un truc avant de terminer. Maxime, il faut savoir qu'il est très mauvais perdant. Donc, s'il perd ce week-end, c'est pas sûr qu'il revienne vendredi. À chaque fois qu'on fait la petite draft au début, vous savez, la sélection des joueurs dans MPG. Écoutez-le pleurer. Il envoie ses petits messages sur WhatsApp. C'est une équipe de CFA, t'as pas chopé d'attaquant, etc. Mais moi, j'ai une science du jeu. C'est-à-dire que je vais pas chercher ce qui brille. Moi, je construis une vraie équipe de football. Et à la fin, il se trouve que 9 fois sur 10, je termine devant Martin. Moi, j'ai jamais terminé dernier de la Ligue. C'est pas le cas pour le moment. Mais ce sera cette année, donc on verra. Mais en tout cas, bon,
C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On en parlera la semaine prochaine et la semaine suivante, puisque la vraie fin de saison, ce sera la semaine d'après. Exactement. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour ce feuilleton qui nous tient en haleine, au moins Maxime et moi. Et en attendant, passez une bonne semaine. Ciao, ciao. Salut.